Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand est physiquement à Saint-Denis cet après-midi, au cœur de la basilique où reposent les rois, les reines et les princes de France. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. C'est un moment un peu solennel et très émouvant pour nous. Après toutes ces années passées en votre compagnie au cœur de l'histoire, voici donc la première fois que nous faisons le déplacement. Je n'ai pas dit tout à fait le pèlerinage, le déplacement jusqu'à la nécropole des rois de France, jusqu'à cette basilique de Saint-Denis, qui est un petit peu le premier cimetière du pays. C'est donc un grand moment que je vous propose de passer en compagnie choisie, puisque nous sommes ici dans la sacristie de la basilique de Saint-Denis, avec Serge Santos, qui est administrateur de la basilique pour le Centre des Monuments Nationaux, et qui va nous expliquer exactement où nous nous trouvons. Bonjour Serge Santos. Bonjour. Et avec Michel Carmona, que je n'ai même plus besoin de vous présenter évidemment, et qui va nous parler plus spécialement de Catherine de Médicis, car ça va être le sujet de mon récit dans un instant. Je vais vous parler des dernières heures de Catherine de Médicis, de sa mort, et bien entendu des cérémonies qui ont accompagné ses obsèques. On sait depuis hier soir seulement, nous sommes vraiment là au cœur de l'actualité, que Madame Azoulay, ministre de la Culture, s'est prononcée en faveur de la poursuite des études pour la reconstruction de la flèche de Saint-Denis. Vous savez que c'est un des grands projets du président de la République. C'est une affaire qui partage un peu le monde du patrimoine. Faut-il ou non reconstruire la flèche de Saint-Denis? Évidemment, c'est une des questions qu'on se pose lorsqu'on est ici. Vous l'aurez compris, nous sommes donc, chère Carole, aujourd'hui, au moins autant au cœur de l'histoire qu'au cœur de l'actualité. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors Serge Santos, évidemment, les projecteurs se sont de nouveau braqués sur la basilique de Saint-Denis depuis quelques heures, depuis que la ministre s'est prononcée en faveur de la poursuite donc de ces études, des études préalables à la reconstruction de la flèche de la basilique. Il faut dire qu'elle n'existe plus, cette flèche. En tout cas, que les projecteurs se tournent vers la basilique cathédrale de Saint-Denis, c'est une excellente chose, car ce monument mérite encore plus que tous les visiteurs qui viennent dans ce lieu, au lieu de la nation France, ces monuments gothiques exceptionnels du XIIe et du XIIIe siècle. Donc cette flèche a été détruite par la foudre, par des tornades successives dans les années 1837, et puis ensuite elle a été reconstruite, mal reconstruite, en tout cas selon Viollet-le-Duc, qui a demandé à ce que l'ensemble de la tour, pas simplement la flèche, soit démontée. Donc aujourd'hui, on a une image un peu étonnante de ce monument. On l'a démontée parce qu'elle devenait dangereuse pour l'ensemble de l'édifice. En tout cas, c'est ce qui a été évoqué à l'époque par Viollet-le-Duc, mais qui souhaitait remodeler sa flèche. Donc on s'est imaginé aussi que c'était peut-être une querelle entre les anciens et les modernes, une manière d'aller contre son prédécesseur François Debré. Il avait, il faut dire à Notre-Dame, déjà fait la preuve de ce qu'il pouvait faire en matière de flèche. Hein. C'est juste. Alors là, il n'a pas été au bout de son projet. L'idée, c'est aujourd'hui de la reconstruire. Dans quel contexte d'ailleurs il s'agit d'en faire un grand projet, c'est ça Oui, c'est un projet donc qui est dirigé par la ville de Saint-Denis, et l'idée effectivement c'est de créer un grand projet participatif à la manière du château de Guénelon qui se construit depuis de nombreuses années en Bourgogne, et donc l'idée que le patrimoine puisse fédérer au-delà des publics habituels. Mais à Guénelon, l'idée c'est de construire selon les méthodes du temps. Est-ce qu'on voudrait faire la même chose ici? Oui, selon les méthodes anciennes, mais on a la chance d'avoir une documentation extrêmement précise, car lors du démontage, Viollet-le-Duc a structuré des attachements extrêmement précis, donc on peut reconstruire la flèche, la tour, telle qu'elle était auparavant. Nos auditeurs entendent un certain écho. Nous sommes dans une véritable âme de bois. C'est très beau d'ailleurs, cette sacristie de la basilique Saint-Denis, avec, il faut imaginer, une voûte en plein cintre, de grands oculis aux deux bouts, et puis des parois entièrement couvertes de boiseries à colonnades et pilastres. Tout ça très néoclassique, avec des palmettes, des frises empire. On a l'impression d'être dans un monument de l'Empire, et pour cause, puisque c'est Napoléon qui l'a fait rebâtir, cette sacristie. Effectivement, c'est vraiment grâce à Napoléon que le monument est encore en place, puisqu'il a demandé la restauration du monument, et puis la création
création de la maison d'éducation de la Légion d'honneur, qui sont nos Qui est juste en voisins. face, oui. Voilà, qui sont nos voisins, 400 jeunes filles qui vivent encore aujourd'hui dans un lycée. Et cette sacristie est exceptionnelle. Il faut remercier d'ailleurs le clergé de Saint-Denis de nous y accueillir, puisqu'on l'ouvre qu'exceptionnellement. Nous sommes Mais très c'est un flattés. lieu magnifique. Nous sommes très flattés. Alors je vois justement le couronnement de Marie de Médicis juste au-dessus de vous, Michel Carmona. Je ne sais pas si c'est un signe, mais vous avouerez que cette reine Marie, elle vous suit, elle vous poursuit. Bonjour Michel Carmona. Bonjour. Oui, j'ai été très sensible à son accueil. La première chose que j'ai vue dans la sacristie, c'est « Ah, ben voilà le sacre de Marie de Médicis Voilà, mais vous êtes juste en dessous. là. Juste en dessous. C'était si je ne m'abuse, le 13 mai 1610. » Et oui. Et un couronnement in extremis, si l'on peut dire, puisque le lendemain, Henri IV était assassiné. Et Marie de Médicis, avec la légitimité du sacre, pouvait exercer les pouvoirs de régente dans toute la plénitude. Alors le sacre, c'était, en l'occurrence, c'était ici. Et c'est un des rares sacres qui ait eu lieu ici à Saint-Denis. Sacre d'une reine, ce qui d'ailleurs était une exception dans l'histoire de France. Les sacres des rois de France avaient lieu pour l'essentiel. Alors Henri IV, c'était à Chartres, mais pour l'essentiel, les sacres avaient lieu à Reims, bien entendu. Et ici, c'était de toute autre cérémonie qu'on organisait, bien entendu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était moins joyeux, Serge Santos. Effectivement, puisqu'il s'agit d'un monument où la plupart des rois et reines de France ont été enterrés, 42 rois, 32 reines, 10 serviteurs de la monarchie, 60 princes et princesses, beaucoup de monde, effectivement, avec des grandes cérémonies qui permettaient de lier aussi dans des grands cortèges, où toutes les strates de la société étaient présentées, de Paris à Saint-Denis ou de Versailles à Saint-Denis, pour Louis XIV par exemple. Lorsqu'on va dans la crypte de l'Escurial, à côté de Madrid, à San Lorenzo, ou quand on visite la crypte des Capucins à Vienne, on est dans un lieu relativement intime, si je puis dire. La basilique de Saint-Denis n'a rien d'intime. La nécropole des rois de France était immense, elle était très solennelle. Effectivement, et on le doit aussi beaucoup à Saint-Louis, puisque c'est lui qui a officialisé le monument comme la nécropole des rois au XIIIe siècle. Il a fait une commande de 16 gisants, qui était la plus grande commande médiévale de gisants, qui était polychrome, qui était au centre de l'édifice. Mais contrairement à ce qu'on pense habituellement, c'est pas un lieu macabre. Non, pas parce du que tout. tous ces personnages avaient les yeux grands ouverts, en attente de la résurrection, tournés vers l'Est. Donc finalement, c'était une sorte de galerie. L'antichambre des du ancêtres. ciel pour eux, bien entendu. Voilà, la galerie des ancêtres et l'antichambre du ciel, et tout ça dans une pleine lumière des grandes roses de la cathédrale du XIIIe siècle. Alors parmi tous ces rois, ces reines, ces princes et ces princesses dont les obsèques ont eu lieu ici et qui ont été enterrés sous nos pieds, si je puis dire, figurait bien sûr l'une des plus célèbres reines de France, Catherine de Médicis. C'est la fin de la vie de Catherine que je vais vous raconter maintenant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les dernières années de sa vie, Catherine de Médicis, les aura consacrées à essayer, à tenter de tout son possible de faire la paix dans le royaume, bien entendu, et nous aurons l'occasion d'y revenir dans un instant avec mes invités, mais faire la paix aussi dans sa famille. Ses deux fils, le roi Henri III et son frère, le duc d'Anjou, ne se parlaient plus depuis longtemps, et voilà que le 9 février 1584, Anjou décide de rentrer dans le rang. L'instant est pour elle très émouvant. C'est une vieille dame, bien sûr, Catherine de Médicis. Elle ne peut retenir des pleurs de joie en voyant ses deux fils s'embrassant, le plus sincèrement du monde. Il faut dire qu'elle a mis vraiment au service de cette réconciliation fraternelle toute sa ténacité. Pour elle, c'est un soulagement d'ordre familial, bien sûr, mais c'est aussi une victoire politique puisqu'elle mesure à quel point cette division au sommet de l'État ajoutait aux difficultés du royaume. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que depuis une vingtaine d'années, le conflit entre catholiques et protestants devient de plus en plus aigu? La joie de l'événement ne sera néanmoins que passagère, puisque dans les semaines qui suivent, la santé du frère du roi se met à chanceler. Elle a toujours été fragile, la santé d'Anjou, mais cette fois, la maladie prend le dessus. Et le 10 juin 1584, le duc d'Anjou ferme les yeux pour ne jamais les rouvrir.
Pour Catherine, qui déjà a perdu son mari depuis longtemps, en 1559, et qui a perdu 7 de ses 10 enfants, c'est un coup de plus. Il n'empêche, la reine-mère tient bon. C'est une femme d'une force exceptionnelle. Elle va se relever, elle doit se relever, d'autant que cette mort s'accompagne d'une menace claire. Désormais, le successeur d'Henri III, qui n'a pas d'enfant, c'est son cousin, c'est le chef du parti protestant, c'est Henri de Navarre. Cette situation promet d'attiser les haines entre catholiques et huguenots. Catherine, au plus près du pouvoir depuis de longues décennies, entend bien agir pour ce qu'elle croit juste, c'est-à-dire l'intérêt de la couronne, qui d'une certaine manière l'a toujours animée. C'est vrai, elle est âgée. En 1584, elle a 65 ans. Pour l'époque, c'est beaucoup. C'est une femme fatiguée, mais elle a ce tempérament hors du commun. Les maternités ont épaissi sa silhouette et l'âge a empâté son visage, raconte Jean-François Saulnon. Un effort, des lèvres épaisses, un double menton tôt apparu. Tous les portraits montrent une maîtresse femme. Catherine n'a jamais été jolie, mais elle savait charmer. À 60 ans, son physique imposant dégage toujours une indéniable majesté, mais le charme ne l'a pas quittée. Catherine sait sourire, se faire caressante, prononcer d'aimables paroles. Elle est de ces êtres qui possèdent une incontestable aura et savent en jouer. Vous savez, Catherine n'a pas grand-chose à voir, somme toute, avec la caricature qu'on a pu faire d'elle. Et nous verrons ça avec Michel Carmona dans un instant. C'est une femme qui peut se montrer enjouée, qui sait s'esclaffer, qui fait ripaille, qui monte à cheval, elle l'a toujours fait. Ça n'empêche pas de travailler énormément, d'être à l'affût de tout ce qui peut se passer politiquement. L'ébullition qui suit la mort du duc d'Anjou l'inquiète évidemment, et il y a là plusieurs groupes qui sont prêts à en découdre. D'abord ce parti ultra-catholique, ce qu'on appelle la Ligue, qui est lié notamment à la famille de Guise, bien entendu, qui est là, qui fourbit ses armes. Pour le duc de Guise et pour les siens, il serait inenvisageable qu'un prince protestant puisse monter sur le trône de France. Or, ce parti peut s'appuyer sur le soutien populaire d'une grande partie de la population, et notamment de Paris. En face, vous avez ces huguenots tellement remuants, qui représentent 10% de la population, 30% de la noblesse, n'oublions jamais ça, un tiers de la noblesse de France est devenue protestante. C'est une puissance militaire, le parti huguenot, qui a montré à quel point il pouvait se défendre et même peut-être aller plus loin. Et puis entre les deux, vous avez donc Henri III et Catherine dans une position délicate. Une simple étincelle ferait que, de nouveau, le royaume serait à feu et à sang. Or, ce qui se passe le 30 mars 1585 ressemble bien à une étincelle. Ce jour-là, à Péronne, les princes ultra-catholiques vont lancer un manifeste. Ils exigent que le roi prenne des mesures diverses, surtout contre le péril protestant. Il s'agit en quelque sorte de défendre le catholicisme, d'éloigner les mignons du roi qui sont considérés comme nuisibles. Et ces princes vont joindre le geste à la parole. Ils prennent le contrôle d'un certain nombre de places importantes, Reims, Dijon. Ils s'organisent pour la lutte. Et Catherine est bien démunie, elle l'a été si souvent dans son règne, elle prêche pour la négociation, même si Henri III a tendance à être un peu moins sous l'influence de sa mère qu'il l'a été dans le passé, il la suit bien entendu. Pour le moment, il va dans son sens. Catherine, malgré son âge, est envoyée en première ligne pour tenter de calmer les ardeurs ultra-catholiques et pour tenter de gagner un peu de temps. Plusieurs rencontres ont lieu avec la Ligue. La puissance des ligueurs est redoutable et on va finir par aboutir à un accord qui va donner beaucoup d'espoir à ceux qui croient en la paix. Parmi les décisions, les libertés des Huguenots sont supprimées. Henri de Navarre ne pourra pas monter sur le trône s'il reste dans l'hérésie, comme on dit du côté catholique, avec pour conséquence automatique un énervement de l'autre côté, bien entendu. Les Huguenots se soulèvent. Et dans cette situation, le roi tente d'adopter une attitude subtile. Bien sûr qu'il est allié aux Guises, qu'il déteste par ailleurs, mais il ne va lutter contre les Huguenots qu'à son corps défendant, sans vraiment beaucoup de volonté. Il entend empêcher que la balance, le fléau de la balance ne penche vraiment trop d'un côté. Quant à sa mère, quant à Catherine, on ne peut pas dire qu'elle
accompagne tellement son fils dans cette politique de réserve. Elle obtient une mission qui pourrait changer la donne. Il s'agit pour elle d'aller à la rencontre d'Henri de Navarre pour essayer de le convaincre de se faire catholique. C'est un défi considérable, un défi immense, peut-être trop grand pour Catherine. Son envergure est immense, mais sa fatigue et sa faiblesse le sont aussi. De la musique pour funérailles de la reine Marie-Thérèse de Marc-Antoine Charpentier sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Franck, vous nous faites revivre des temps troublés puisque nous voici au cœur des guerres de religion à la fin du XVIe siècle sous Henri III. Après la mort de son frère, celui-ci a pour héritier direct son cousin Henri de Navarre. Alors problème, c'est que c'est un protestant. Cette situation va favoriser le soulèvement d'un parti ultra-catholique dirigé par les princes de Guise, puis celui des Huguenots. Ainsi, le roi et sa mère Catherine se retrouvent entre les deux partis. Alors ce que je ne comprends pas bien, c'est que le roi Henri III est jeune, marié et il me semble, est-ce qu'il ne peut pas penser que le problème dynastique va se régler de lui-même s'il a un enfant ? Ah, mais ça, Carole, c'est tout le problème. Henri III est marié depuis 1575 avec Louise de Lorraine-Vaudémont, mais aucun enfant n'a couronné cette union. Henri III est très fidèle, semble-t-il, à la couche royale. En outre, les deux époux se lancent dans toutes sortes de pèlerinages pour implorer la venue d'un fils. Ils ont recours à des remèdes dont je vous fais grâce, mais rien n'y fait. La question d'une punition divine se pose. Ça contribue d'ailleurs au développement d'un mysticisme chez Henri III qui est un petit peu déréglé, il faut bien le dire. Plus le temps passe, moins l'hypothèse d'une succession du protestant Henri de Navarre paraît pouvoir être évitée. Ainsi, Catherine est envoyée pour négocier avec le chef du parti protestant une possible conversion au catholicisme. Ça dénouerait la situation d'une certaine manière. La voilà donc encore une fois sur la route. Le voyage est épuisant. Les routes sont... faut imaginer ce que c'est que circuler à cette époque. La reine-mère, néanmoins, est toujours là. Elle est toujours sur la brèche. Pour bien des ligueurs ultra-catholiques, la tentative de paix avec Henri de Navarre, est tout simplement inacceptable. Au début de juin 1586, nous dit Jean-François Saulnon, l'annonce de l'ouverture de pourparlers avec l'hérétique scandalisa Paris et les ligueurs. Aussitôt, les prédicateurs grimpèrent en chair pour dénoncer l'entente diabolique entre le roi, sa mère et le chef des protestants. Des pamphlets insultaient Henri et Catherine et pour la première fois, les injures s'accompagnaient de menaces de mort. En fait, tout ça ne va pas donner grand-chose. Quand Catherine parvient enfin à faire asseoir Navarre devant elle, il se montre bien peu décidé. Elle met dans la balance l'annulation du mariage de Navarre avec sa propre fille, Margot, vous savez, mais rien n'y fait. Je dirais même que ce serait presque un argument contraire. Bref, Catherine rentre sans avoir obtenu de résultat. Elle ne va guère avoir plus de succès dans les nouvelles négociations qu'elle lance à ce moment-là avec les Guises. Décidément, on peut dire que la capacité qu'elle avait à négocier, cet incroyable pouvoir, cette influence qui était sien, sont en train de diminuer considérablement. L'étoile de Catherine pâlit. Pour tenter de reprendre un peu la situation en main, Henri III laisse le pouvoir à sa mère, à Paris. Il part combattre un temps aux côtés du parti le plus menaçant, c'est-à-dire les ligueurs ultra-catholiques. Sans entrer dans le détail des événements, disons que les Guises ont le sentiment à ce moment-là qu'ils contrôlent tout. Ils craignent que le roi, néanmoins, ne change d'avis et ne finisse par passer de l'autre côté, du côté des Huguenots. Et il est vrai qu'un certain nombre de ses conseillers le lui conseillent. C'est le cas notamment du duc d'Épernon. Ce n'est pas le cas de Catherine. La Ligue ne va pas tarder à faire monter encore la pression. Alors qu'Henri III a interdit formellement au duc de Guise, qu'on appelle le balafré, vous savez, de se rendre à Paris, celui-ci franchit les portes de la capitale le 9 mai 1588 à la mi-journée. Et où se rend-il ? Directement chez Catherine. Est-ce qu'il faut croire que Catherine soit à l'origine de la venue de Guise à Paris ? On peut le penser. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est bien elle qu'il vient rencontrer immédiatement, quoi qu'il en soit. Et peut-être dans un souci de conciliation, la reine-mère va se rendre avec le duc de Guise au Louvre pour une nouvelle rencontre avec le roi. On peut imaginer sa nervosité. Comment Henri va-t-il accueillir l'insolent balafré ? C'est très dur ce que vit Catherine de Médicis pendant ces derniers mois de sa vie. La pression politique est très forte et très lourde sur ses épaules. Sur la route qui l'amène au Louvre, vous imaginez la foule qui acclame Guise. C'est le chef ultra-catholique qui bénéficie de ce soutien très large de la population parisienne.
La rencontre a lieu au Louvre, mais chez la reine. Alors, la scène n'est pas très claire. Il semble que Catherine cherche à défendre le duc de Guise. Dans un premier mouvement, le roi dont l'autorité était publiquement bafouée avait décidé de se débarrasser de son rival, nous dit Jean-François Saulnon. Puis il s'était repris et décida de n'en rien faire. Sur un ton cinglant, il déversa ses griefs, accusa le duc de trahison. Le balafré, ému et pâle, prétendit être venu pour se purger des calomnies que l'on avait prêté de vouloir entreprendre contre son État. Et il protesta de sa fidélité. Henri va finalement laisser repartir le duc de Guise. Il va s'enfermer avec sa mère au Louvre. On peut imaginer que l'explication est assez forte. Et pendant qu'ils sont en train de s'expliquer, le roi et sa mère, on entend au dehors la foule qui accueille le balafré, lui fait un triomphe. Et dans les jours qui suivent, le roi commence à réagir. Il fait venir des troupes pour sa propre protection. Il n'est plus certain que les Guises le ménageront jusqu'au bout. Évidemment, les Parisiens, apprenant cela, vont se révolter. Le danger maintenant est immense. On va le voir. Catherine de Médicis, une fois de plus, elle a pourtant 68 ans maintenant, elle est épuisée, elle est, si j'ose dire, au bout du rouleau. Eh bien, une fois de plus, elle va reprendre l'initiative. Franck Ferrand évoque cet après-midi la mort de Catherine de Médicis depuis la nécropole royale de la basilique Saint-Denis. Au cœur de l'histoire, c'est votre émission. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux et poser vos questions à Franck Ferrand et son invité Michel Carmona sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Et vous pouvez également participer en appelant le standard d'Europe 1, le 39 21, 50 centimes la minute. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et on vous retrouve, Franck, depuis la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis. Vous voyez la situation très paradoxale de ce roi Henri qui est quasiment prisonnier de sa propre capitale. Paris est sous les barricades. La situation dégénère d'heure en heure. Et Catherine, avant le roi lui-même d'ailleurs, vont devoir tous les deux s'abaisser à réclamer l'intervention du duc de Guise pour calmer ses propres partisans. Bien sûr, le chef ultra-catholique joue les innocents. Il fait semblant d'être le premier partisan d'un apaisement, bien entendu. C'est sa manière à lui de montrer son pouvoir, de montrer sa puissance. Et la situation du roi Henri III est vraiment de plus en plus complexe. Il se dit que le meilleur moyen dans un premier temps, c'est d'éloigner ses propres troupes. Et c'est alors que Catherine va démontrer son courage. Catherine se fait accompagner de la jeune reine et elle va se rendre à pied à la messe à la Sainte-Chapelle. On avait vu Catherine comme ça pendant tout le cours du règne de son mari et puis de son propre règne, en tout cas de celui de ses fils, disons. On l'avait vu comme ça faire un certain nombre de démonstrations publiques. Elle se rend à la Sainte-Chapelle en traversant les barricades, vous imaginez. Elle avance la tête haute au milieu de ses ennemis. Elle est plus souveraine que jamais, elle se montre quasiment détachée et elle fait impression sur les gens. Ce n'est qu'une fois de retour chez elle à l'abri des regards de la foule qu'elle s'effondre, si je puis dire. Et là, on la voit tomber littéralement. Elle est en larmes, cette pauvre Catherine. Elle se demande combien de temps elle pourra maintenir la paix dans un royaume qui n'en veut plus de cette paix. Et c'est dans ce contexte que le roi décide de fuir Paris, qu'il considère comme vraiment trop dangereux. Catherine d'abord le lui déconseille et puis finalement elle change d'avis. De toute façon le roi est décidé. Alors que sa mère est allée parlementer avec le duc de Guise, lui a décidé de prendre son destin en main. C'est Jean-Marie Constant qui le raconte. Le roi se rendit à son écurie, monta à cheval, botté par Duhalde, son valet de chambre, qui dans la précipitation mit un éperon à l'envers. « C'est tout un, dit le roi, je ne vais pas voir ma maîtresse. » Il fut rejoint par nombre de ses fidèles et vers 4 heures, il franchit la porte neuve, la seule qui demeura non gardée. Les ligueurs n'ont pas le contrôle de la personne du roi, qui a réussi d'une certaine manière à s'échapper, mais les ligueurs n'en restent pas moins en position de force. Catherine reste à Paris. Et elle est dans une position de plus en plus délicate, vous imaginez bien. C'est elle qui sert maintenant d'intermédiaire entre le duc de Guise, entre le balafré et son fils. Elle va essayer de pousser Henri III à un nouveau compromis. C'est peut-être ça le mot-clé du règne de Catherine, le compromis constamment. Elle va devoir consentir
à un édit dégradant en juillet 1588, et c'est le roi qui doit avaler la couleuvre, si je puis dire, puisqu'il lui faut se défaire de son conseiller, le duc d'Épernon, qui était un de ses plus proches, une sorte d'archimignon, si vous voulez. Pour Henri III, c'est le recul de trop. Il lui apparaît de plus en plus clair qu'il ne faut plus négocier avec les Guises. Il doit prendre ses distances avec les orientations un peu trop conciliatrices de sa mère. Et d'ailleurs, il est bien décidé à écarter purement et simplement Catherine du Conseil. C'est terrible pour cette reine qui, jusqu'alors, a régné à travers ses fils, a réussi à maintenir un semblant de concorde. Je dis bien un semblant, puisqu'il y a eu tellement d'accros dans les différents accords. Toujours est-il que là, maintenant, on la met de côté. En septembre 1588, le roi décide de changer toute son équipe de conseillers, qui devaient tous leur poste à Catherine, bien entendu. C'est un acte très fort, c'est une sorte de coup d'État contre sa mère, d'une certaine manière. Catherine doit se rendre à l'évidence, son fils, la chasse du pouvoir, nous dit Jean-Pierre Poirier. Elle s'est trop rapprochée des Guises, qui n'ont d'autre but que de lui ravir sa couronne. J'ai maintenant 37 ans, dit le roi, je veux m'appliquer moi-même sans faiblir à l'administration de mon royaume et voir si en gouvernant à ma guise, c'est le cas de le dire, je pourrais obtenir de meilleurs résultats que par les conseils de ceux dont je me suis séparé. C'est une sorte de prise du pouvoir par Henri III, tardive certes, mais néanmoins très forte. Henri convoque à Blois les États généraux. Et le problème, c'est que les ligueurs restent très majoritaires. Le roi n'en est pas moins offensif. Il a bien l'intention de rétablir dans sa plénitude une autorité qui trop longtemps lui a été disputée, et c'est dans ce but qu'il va franchir un véritable pas, un pas téméraire. Alors que le duc de Guise et son frère, le cardinal de Lorraine, ont consenti à venir à Blois, Henri III envoie ses gardes les assassiner l'un après l'autre, les 23 et 24 décembre, à la veille de ce Noël 1588. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une solution radicale. Évidemment, ça va décupler la colère de toute une partie du royaume, de tous les ultras, si je puis dire, contre le roi et contre sa couronne. Catherine est désespérée. Elle aurait commenté l'événement tellement éloigné de la politique qu'elle avait jusqu'alors tenté de mener en disant à un prêtre « Ah, le malheureux, qu'a-t-il fait ?» Elle parle de son fils, bien sûr. « Priez pour lui, qui en a plus besoin que jamais, et que je vois se précipiter à sa ruine, et je crains qu'il ne perde le corps, l'âme et le royaume. » C'est assez prophétique ce qu'elle nous dit. Déjà, de son côté, la reine-mère est malade, très malade. Est-ce qu'il faut y voir une conséquence de son éloignement forcé de la politique ? Toujours est-il qu'au fil des semaines, elle s'est affaiblie considérablement. Thierry Van Ekfelen nous le dit, elle respire de plus en plus mal et chaque quinte de toux lui vaut maintenant un étourdissement. Elle crache des glaires vert foncé. Quelques jours plus tard, la plèvre lui fait de plus en plus mal. Quand elle tousse, elle en est comme foudroyée. Elle a peine à bouger. Néanmoins, elle semble vouloir rester dans l'action politique. Le 1er janvier 1589, on la voit rendre visite au cardinal de Bourbon, qui est membre du parti ligueur, qui est retenu captif. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la fin de la reine-mère maintenant est proche. Son extraordinaire force n'est plus déjà qu'un souvenir. Et le 5 janvier, le roi est à ses côtés pour l'assister dans ses dernières dispositions. Les pensées de Catherine ne se tournent plus que vers Dieu désormais. Quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre que son dernier confesseur se nomme Saint-Germain. Un mage lui avait en effet annoncé qu'elle mourrait près de Saint-Germain et elle faisait bien attention de ne jamais se trouver dans la proximité d'une paroisse nommée Saint-Germain. Eh bien, la prédiction se vérifie. Elle s'éteint au début de l'après-midi. Le royaume, à ce moment-là, est en pleine guerre. On peut dire que c'est une défaite totale de Catherine. Mais c'est un royaume qui est toujours debout, et ça, d'une certaine manière, c'est peut-être aussi sa victoire. Alors, Michel Carmona, la mort de Catherine de Médicis va marquer un nouveau tournant dans cette histoire tellement agitée des guerres de religion, de ce royaume de France déchiré au XVIe siècle. Les obsèques de Catherine, néanmoins, ont lieu en grande pompe. Elles ont lieu en grande pompe à Blois. Et puisque nous nous trouvons à l'abbaye de Saint-Denis, où elle a été enterrée,
On peut quand même noter qu'elle ne regagnera cette dernière demeure que 22 ans après sa mort. En tout cas, les obsèques, effectivement, ont lieu en grande pompe. C'est une reine de France, c'est une reine qui a exercé un pouvoir sur des dizaines d'années, et quoi qu'on pense de sa politique, elle mérite le respect parmi ses contemporains. Oui, et d'ailleurs, personne ne l'a contesté, ça, à l'époque. Absolument personne ne l'a contesté. Tout le monde lui a rendu hommage, même si cette politique, encore une fois, avait été répudiée, comme vous venez de le dire, par Henri III lui-même. Et ça, c'est probablement la blessure la plus profonde que Catherine de Médicis a ressenti. C'est cet éloignement de son fils. Par exemple, l'assassinat du duc de Guise et de son frère, c'est quelque chose qui avait été décidé par Henri III, qui n'en a jamais parlé à l'avance à sa mère. Et donc Catherine de Médicis a bien compris qu'il se méfiait d'elle et qu'il était désormais complètement autonome. Et effectivement, il le démontre par la suite, puisqu'il se rapproche immédiatement de Henri de Navarre, son beau-frère, le chef du parti huguenot. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce coup de force ou sur cette crise d'autorité, ça dépend des points de vue qu'on porte sur l'événement. J'aimerais juste poursuivre, si je puis dire, Catherine, au-delà de la mort, dans le sort de sa dépouille. Il a fallu attendre 2 décennies donc, pour qu'elle soit transférée ici à la basilique Saint-Denis. Très exactement, oui. Avant qu'elle quitte l'église Saint-Sauveur de Blois, où sa dépouille avait été enterrée, et viennent rejoindre donc la nécropole des rois et reines de France, ici même à Saint-Denis. Et nous irons tout à l'heure justement devant son tombeau, qui est un des plus spectaculaires des tombeaux royaux de cette basilique. Et qu'il attendait depuis 1583-1584. De son vivant, bien sûr. De son vivant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous avez évoqué la mort de Catherine de Médicis depuis la basilique de Saint-Denis. Et pour en parler, vous êtes accompagné par l'historien et biographe notamment de Marie de Médicis et de Richelieu, Michel Carmona. On peut dire d'une certaine manière, Michel Carmona, que les dernières années de Catherine de Médicis auront vu la reine-mère perdre un peu pied en politique. Elle a essayé jusqu'au bout de concilier les inconciliables. Elle est restée en bons termes, si l'on peut dire, avec le parti de la Ligue, avec les Guises, même s'ils ne voulaient plus entendre parler d'elle. Et elle a essayé aussi de maintenir les relations avec Henri de Navarre, c'est-à-dire avec le parti huguenot. Elle n'avait pas d'opinion religieuse très tranchée, finalement, Catherine de Médicis. C'était une pragmatique. C'était tout à fait une pragmatique, une conciliatrice, et quelqu'un qui cherchait avant tout à préserver, vous l'avez dit, la paix dans la famille et la paix dans le royaume. Et ce n'était pas une mince affaire, puisque surtout à partir de la mort du duc d'Anjou, eh bien, on se trouvait en face de la réalité. La triste réalité pour les ligueurs, c'est que l'héritier présomptif de la couronne était le chef du parti huguenot. Et elle n'a pas manqué de chercher à tout prix à concilier ce qui paraissait inconciliable dans le climat de l'époque. Alors, il y a eu des moments où elle a cherché des alternatives. Par exemple, comme c'était la famille des Bourbons qui se trouvait en première ligne, on s'est demandé si on ne pouvait pas demander au cardinal de Bourbon, qui lui était resté catholique, de se défroquer, si l'on peut dire, et d'accepter de devenir roi. Pourquoi pas ? Alors ça permettait d'avoir un Bourbon, mais en même temps d'avoir un bon catholique, quelqu'un qui n'avait jamais dévié. Essayer de ménager à peu près tout le monde. Voilà. Alors pour ce qui concerne Henri de Navarre, le futur Henri IV, il s'était déjà converti, déconverti, reconverti, etc. Et d'ailleurs, il le prouvera, puisque l'ultime conversion, quelques années plus tard, ici même à Saint-Denis, le verra revenir à la foi catholique et lui permettre en définitive d'être accepté. Et donc, on comprend pourquoi Catherine de Médicis insiste, parce qu'elle connaît son gendre, elle voit très bien quel caractère c'est, et elle pense qu'elle peut le convaincre. Mais voilà, les circonstances ne sont pas favorables. Mais comment expliquer que cette femme qui, si passionnément, a toujours œuvré pour la conciliation, pour la concorde, pour le compromis, pour la synthèse, je ne sais plus quel terme employer, qui d'ailleurs en est venue souvent à ménager la chèvre et le chou, cette femme qui a toujours fait preuve de la plus grande souplesse,
ait pu acquérir dans l'histoire la réputation d'un personnage effroyable, cette légende noire de Catherine qui en fait une empoisonneuse, une traîtresse, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Comment expliquer que tant de bonnes intentions se soient heurtées au jugement implacable des siècles ? Je pense qu'il y a une première raison, c'est que cette pratique de la négociation, de la conciliation, avec plusieurs fers au feu, passe très mal. Oui. Et en France, déplaît à tout le monde, finalement. On déplaît à tout le monde. Et en France, c'est très facile de stigmatiser les origines de Catherine de Médicis, Florentine, c'est-à-dire les Médicis, et puis les traîtrises, les coups fourrés, éventuellement le poison, le poignard. On en rajoute. Et elle-même, elle prête le flanc parce qu'effectivement, avec ces négociations multiples, elle ne s'y perd pas. Mais les autres s'y perdent et peu à peu, la confiance s'érode. Et on dit, c'est vraiment un personnage maléfique, un personnage qui vit l'intrigue pour l'intrigue. Alors, ça c'est la première raison. Maintenant, il y a une deuxième raison, c'est que Henri IV a beaucoup contribué à cette légende noire. Oui, voilà. Il y a une phrase que rapporte Sully, 2 ans avant que Henri IV épouse à son tour une Médicis, Marie de Médicis. Et il dit, parmi les différentes princesses mariables en Europe, puisqu'il va divorcer de Margot, la reine Margot, avec qui il n'a pas eu d'enfant, et comme il faut assurer l'avenir de la dynastie, on cherche une princesse aussi jeune que possible et mariable pour le roi de France. Et il y a précisément la nièce du duc de Toscane, du duc de Florence de l'époque, à qui le roi de France a emprunté beaucoup d'argent. Et donc, épouser la nièce, ce serait une manière de ne pas rembourser. Oui. Voilà. Et il dit à ce moment-là à Sully, il y a bien cette princesse, on dit qu'elle est assez belle, ça c'est important pour Henri IV, pour n'importe qui, mais enfin pour Henri IV particulièrement. Et il dit, mais voilà, je ne peux pas oublier qu'elle est de la même race que la reine-mère Catherine, qui a fait tant de mal au royaume, et particulièrement à moi et au mien. Il y a un ressentiment personnel. C'est fou quand on pense au dévouement dont elle a fait preuve, quand même. Elle a tout fait pour l'aider d'une certaine manière. Alors, pas à la fin, c'est peut-être ça. Il a eu le sentiment d'avoir été berné constamment par elle, au bout du compte. Et ça remonte à l'époque du massacre de la Saint-Barthélemy, évidemment. En fait, là, il y a une trace qui, elle, est ineffaçable. Quelle est la responsabilité personnelle de Catherine dans cette Saint-Barthélemy ? Alors, il y a quelque chose qu'il faut dire et redire, c'est qu'il n'y a pas eu de préméditation dans le massacre de la Saint-Barthélemy. Au contraire, quelques jours auparavant, on célèbre avec beaucoup de faste la réconciliation entre catholiques et protestants à travers le mariage entre Henri de Navarre, protestant, et Marguerite de Valois, Marguerite de France, catholique et fille de Catherine de Médicis. Et puis, ce qui se passe, c'est que, avec ce grand rassemblement de nobles, catholiques et protestants venus participer à ces cérémonies, il y a un attentat. Il y a un attentat contre le chef des calvinistes, des huguenots, qui est l'amiral de Coligny. Et l'homme qui tire sur lui le rate en partie. Bon. Et il était proche de Catherine, on le savait. Alors, il était proche de Catherine, il était proche du duc de Guise, et quand Coligny vient demander réparation au roi, qui est à ce moment-là Charles IX, bouleversé, dit « je vais réagir, qu'on pousse l'enquête ». Or, l'enquête semble démontrer très vite qu'on remonte en tout cas au duc de Guise. Donc, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Ouais. Et donc, Catherine vient et passe des heures en tête-à-tête avec Charles IX pour le retourner et lui dire « attention, Coligny prépare un coup de force contre vous, eh bien qu'on les tue tous, dit Charles IX, et c'est ainsi que va débuter le massacre, qui va probablement déborder les intentions de Catherine de Médicis. Voilà comment une sorte de malentendu historique dans lequel la reine n'a qu'un rôle somme toute secondaire, va peser à jamais sur sa mémoire et effacer tous les efforts qu'elle a pu faire par ailleurs en faveur de la paix, en faveur de la conciliation, etc. C'est assez étonnant. Elle a d'ailleurs beaucoup travaillé
à sa propre postérité. Elle voulait qu'on garde une bonne image d'elle, et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle a travaillé à son tombeau, etc. Il était où le tombeau? Ici, dans la rotonde des Valois, initialement, hein, c'est ça? Absolument. La rotonde des Valois qui a disparu plus tard pour cause de manque de travaux d'entretien. Mais la rotonde des Valois que Catherine de Médicis avait voulu embellir, magnifier, etc. Car c'était l'illustration de la dynastie à laquelle elle s'était complètement identifiée. Hein, c'est quelque chose qu'il faut aussi remarquer. C'est qu'à partir du moment où elle est devenue princesse française et reine de France, elle s'est naturalisée entièrement, apprenant le français qu'elle maîtrisait très très bien et jouant un rôle également de mécène qui est tout à fait remarquable au bénéfice du faste de la cour. Ce que je vous propose, Michel Carmona, et vous, Serge Santos, c'est de nous rendre maintenant justement devant le tombeau de Catherine de Médicis. Il a été rapatrié dans le chœur maintenant, comme tous ces tombeaux du XVIe siècle, d'ailleurs, sont des cénotaphes maintenant. Oui, ce sont des cénotaphes. Il y avait auparavant une petite crypte et les corps étaient enterrés directement au-dessous. Et effectivement, cette rotonde a été détruite au début du XVIIIe siècle par les abbés de Saint-Denis qui n'avaient plus les moyens d'entretenir ce bâtiment qui n'avait jamais été vraiment terminé. Eh bien, nous y allons, de ce pas même. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. On vous retrouve, Franck, depuis la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis. Vous êtes devant le tombeau de Catherine de Médicis et vous êtes accompagné par l'historien Michel Carmona et par l'administrateur de la basilique, Serge Santos. Ce n'est pas un tombeau de Catherine de Médicis que vous nous proposez finalement, Serge Santos. Ce sont 2 tombeaux. Oui, c'est toujours une question pour le public. Alors, il faut imaginer effectivement cette grande rotonde des Valois, qu'on a appelée la rotonde Notre-Dame-la-Blanche, qui se trouvait à l'extérieur du monument, de 30 mètres de diamètre. Et le grand tombeau, commandé donc à la suite de la mort d'Henri II, donc à Paris, lors de ce fameux tournoi rue Saint-Antoine, donc commandé pour glorifier la famille des Valois, et puis se rattacher aussi à l'art antique, puisque c'est une rotonde un peu comme les tombeaux antiques, comme le tombeau Saint-Ange à Rome, par exemple. Il y avait quelque chose de romain, volontairement. Ah oui, puisque à l'époque, on n'aimait pas l'art gothique, c'était un terme de mépris, et donc c'est une manière de se rattacher à l'Antiquité, donc d'être à la fois dans le monument, basilique de Saint-Denis, mais quand même à l'extérieur. Donc il faut imaginer un grand monument qu'on a devant nos yeux, un très grand tombeau. C'est une sorte de petit temple, oui, c'est ça. Temple, effectivement. Qui fait un peu penser dans son esprit à la fontaine des Innocents, mais pour cause, on est tout à fait dans la même époque. Effectivement, donc commandé par le primatis, réalisé aussi, les sculptures sont réalisées par Germain Pilon, donc magnifique, il y a 2 étages. Oui. À l'intérieur, le roi et la reine sont représentés morts, nus, les yeux fermés. Et là, il y a une petite anecdote, puisque Catherine de Médicis a commandé un premier tombeau, un premier transi à Della Robbia, qui se trouve actuellement au Louvre, et qu'elle trouvait trop décharné. Et donc, celui-ci, qui a été réalisé par les ciseaux de Germain Pilon, est plus proche des Vénus antiques, comme celle qui se trouve au musée des Offices de Florence. Et puis, au-dessus, le roi et la reine sont présentés, cette fois en bronze, et en prière. Sur le dôme lui-même, sur le toit, en quelque sorte, du petit temple, oui. En attente de la résurrection. Sans couronne, mais avec le manteau royal. Là, ils sont en bronze. Ils sont en bronze. Il y a une volonté de Catherine aussi de retrouver la couleur. La couleur italienne à travers du marbre gris, du marbre rouge, du marbre bleu. Il faut dire que le tombeau a été réaménagé par Viollet-le-Duc, il était un tout petit peu différent. Et puis les 4 vertus en bronze qui sont extraordinaires, qui sont vraiment l'art de Fontainebleau, avec beaucoup de grâce, des courbes, des contre-courbes, ce qu'on a appelé la femme amphore, avec un bassin extrêmement important, simplement pour jouer sur les courbes. Alors nous allons évoquer bien entendu l'architecture extraordinaire de cette basilique. Ah oui, alors pardon, évoquons le deuxième. Je n'ai pas répondu véritablement à votre question. C'est-à-dire dans cette grande rotonde, il y avait au centre le grand tombeau. Et puis, dans des chapelles, il y a eu des projets. Par exemple, il y a une Vierge de
Germain Pilon qui se trouve actuellement dans l'église Saint-Paul à Paris, qui se trouvait dans une de ces chapelles. Et dans une autre chapelle, nous avions les gisants de Henri II et Catherine VI qu'on a sous nos yeux, qui sont cette fois extrêmement réalistes, qui sont... On a l'impression qu'ils sont là, oui, vraiment. Hein. Oui, et puis c'est vraiment le travail de Germain Pilon. On a l'impression que le vêtement est sous nos... On a envie de le toucher, Oui, voyez, tellement il est d'une qualité exceptionnelle. Le visage du roi est encore jeune et beau, et pour cause, puisqu'il est mort dans sa 40e année. Voilà, la reine, elle, est présentée telle qu'à la fin de ses jours, Michel Carmona. On a une idée là assez proche de ce que devait être Catherine de Médicis. Hein. Tout à fait. On voit bien ce visage qui est déjà à l'antichambre de la mort. Hein. Elle a un front qui est un front très dégarni. On se demande si elle a encore des cheveux un peu décharnés. Le cou également déjà très marqué. Le menton presque disparu, presque effacé. Mais elle a toujours la même dignité, les mains jointes, cet habit d'apparat, naturellement la couronne sur la tête. Et on voit que même au seuil de la mort, effectivement, elle tient à montrer qu'elle garde toute sa dignité royale. Et puis, toujours cette idée de la très grande fidélité de ce couple royal. Catherine de Médicis est restée transie d'amour pour la mémoire de son mari Henri II jusqu'à la fin, bien sûr. Hein. Il formait un couple dans la vie, il devait en former un dans la mort. Ça devait être son idée. Alors, maintenant que nous avons évoqué les deux tombeaux, si l'on peut dire, de Catherine de Médicis, qui sont encore une fois des cénotaphes, que sont devenus les restes d'ailleurs des Valois ? Alors, l'ensemble des corps se trouvait donc directement sous les tombeaux, sous les gisants médiévaux, et à la Révolution... Au moment de la fameuse profanation de 93. En 1793, tous les tombeaux ont été ouverts. Hein. L'objectif était de récupérer aussi le métal pour faire des balles. Et donc les révolutionnaires sont venus au mois d'octobre 93. L'objectif, il était surtout de salir la mémoire de tous ces rois, puisqu'ils ont été jetés à la fosse commune. Hein. Il y avait les deux éléments. Il y avait le besoin d'armes, et puis il y avait effectivement la volonté que le roi ne soit plus enterré dans le monument. Donc on a ouvert toutes ces tombes, mais il faut imaginer que c'est pas le grand public qui rentre comme ça et qui va tout détruire. Hein. C'est très extrêmement organisé. En fait, oui. C'est organisé. Il y a un entrepreneur qui s'appelait Monsieur Cellier avec des ouvriers qui sont payés, et on le fait de manière chronologique. Il y a un PV précis où on dit telle tombe a été ouverte tel jour, on a trouvé tels éléments à l'intérieur. Et tous ces corps sont jetés, placés dans deux grandes fosses communes qui se trouvaient exactement à l'endroit justement de la rotonde des Valois. Et puis ensuite, Louis XVIII a demandé que ces corps soient recherchés. Ils ont été replacés dans un ossuaire qui se trouve irons le voir tout à l'heure, bien sûr, dans la crypte. Alors, l'architecture, nous en parlons dans un instant, mais il faut expliquer à nos auditeurs où nous nous trouvons. Nous sommes à l'entrée du déambulatoire, côté nord, en haut du transept, en fait, nord. Ce qu'il faut dire, c'est que l'église est à deux niveaux ici. Hein. Au-delà du transept, on monte d'un étage, si je puis dire. Effectivement, ça c'est la volonté de l'abbé Sugère. Au XIIe siècle, le chevet, c'est-à-dire la tête de l'église, le bout de l'église est surélevé parce qu'il souhaitait que dès l'entrée du monument, on voit les reliques de Saint-Denis qu'il avait fait lui-même monter de la crypte obscure vers la partie éclairée qui était son grand œuvre. On ne pourra pas faire le tour de tous les tombeaux, mais évoquons quelques-uns des gisants qui se trouvent là, dans ce déambulatoire. Eh bien, il y a essentiellement, déjà avant tout, le grand tombeau de Dagobert, qui est entre le déambulatoire et puis le centre de l'église, qui est dans le cœur même. Hein. C'est un immense monument commandé au temps de Saint-Louis en 1240 environ. Et on voit Dagobert qui est couché sur le flanc gauche, qui regarde vers les reliques de Saint-Denis, puisque Dagobert, c'est le premier roi enterré à Saint-Denis en 639. Et c'est un monument qui donc est exceptionnel, à 3 étages, où on voit l'âme du Dagobert qui est apportée dans une barque vers un lieu infernal par des démons, puisqu'on dit qu'il avait tendance un peu à récupérer les biens de l'église pour ses propres intérêts. C'est aussi brillamment sculpté qu'un tympan de cathédrale, tout simplement. C'est un véritable tympan de cathédrale, et au 2e étage, on voit l'âme de Dagobert, présenté comme un petit enfant nu, qui est attrapé par Saint-Denis et amené vers le ciel
en quelque sorte, sur un linceul et il peut aller au paradis. En quelque sorte, ce monument, et c'est une grande communication des abbés de Saint-Denis, avec l'idée que si on se fait représenter à Saint-Denis, Saint-Denis protégera le corps du roi, non seulement pendant sa vie, mais après sa mort. Et c'est toute la raison du pourquoi les rois sont enterrés à Saint-Denis. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Franck, vous avez évoqué la mort de Catherine de Médicis et il faut dire que c'est une émission un peu particulière et tout à fait passionnante que vous nous proposez aujourd'hui puisque vous avez la chance d'être dans la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis avec Serge Santos, l'administrateur de la basilique. Oui, Carole, nous avons beaucoup de chance. Je dois vous dire que c'est un spectacle tout simplement extraordinaire qui s'offre à nos regards. Nous sommes dans le cœur de cette basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France, et qui est, nous l'oublions pas, et là on en a une démonstration impressionnante, qui est l'une des toutes premières églises ogivales de France. Ogivale, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui une cathédrale gothique. Serge Santos. C'est cela même. Elle a un surnom, la basilique, jusqu'au XVIIIe siècle. On l'appelle la Lucerna, la lanterne Saint-Denis, pour signifier son maximum d'éclairement. Et ça, c'est la volonté déjà. Très clair. Hein. Il y a une très très belle lumière. Hein. C'est ce qu'on peut retenir aussi de ce monument. Une lumière extraordinaire. Et au XIIe siècle, la Sugère crée ce chevet dans lequel nous sommes, avec un mur qu'il appelle lui-même dans son texte, parce qu'il a beaucoup commenté son œuvre, Lux Continua, la lumière continue. Et c'est unique en Europe, c'est un mur de lumière continue, de vitraux avec le bleu. On dit qu'il naît à Chartres, mais non, il naît à Saint-Denis. Et oui. Voilà. Et il n'y a pas de mur entre les chapelles. Donc c'est un véritable espace pour présenter les reliques de Saint-Denis, qui sont encore ici. Et c'est une manière de magnifier le corps du saint qui était le centre même de l'abbaye. Oui, parce que cette basilique, c'était une abbaye, bien entendu, qui se trouvait là, et qui était le tombeau du saint Denis, du saint protecteur de Paris, qui était venu marcher avec sa tête entre les mains, dit la légende. Hein. Jusqu'ici, en fait. Une belle histoire, oui. Une belle légende, une manière aussi d'édification spirituelle. Saint-Denis est un personnage complexe, en tout cas évangélisateur, mort vers 250-280, enterré à l'endroit où nous sommes, et au-dessus de sa tombe, on a commencé à construire une première église au IVe siècle qui s'est agrandie aujourd'hui. On a puis une deuxième, puis une troisième. Là, c'est la troisième où nous sommes. Quatrième, oui. Voilà. Et qui est donc, à partir de cette construction de l'abbé Sugère, qu'il a rénové à la fois la façade. En quelle année sommes-nous là ? Alors, tout d'abord, il a reconstruit la façade. 1135-1140, c'est une façade qui vient d'être restaurée en 2015, qui est une façade exceptionnelle où 80% de la sculpture est médiévale, 12e siècle. Elle est très pure, toute belle et toute propre. Voilà. Oui. Et puis, il a reconstruit le chevet dans lequel nous sommes. Et ensuite, de 1230 à 1280, ses successeurs ont réalisé l'espace entre les deux, c'est-à-dire la grande nef devant laquelle nous sommes, avec une immense croisée du transept éclairée par deux grandes roses. Et c'est là que Saint-Louis a créé ce grand projet des 16 gisants qui sont les premiers gisants, les premiers grands tombeaux qui représentent la nécropole des rois et reines de France. Alors nous viendrons au mobilier et aux gisants dans un instant, mais l'architecture elle-même est une sorte de poussée, d'élévation, d'ouverture à la plus grande lumière possible. Ce sont toutes les révolutions architecturales de l'arc-boutant, etc. Enfin, ce qui va faire l'architecture gothique. On est ici dans une des premières réalisations de cette architecture. Hein. On est à la fois dans une des premières, avec la cathédrale de Sens, au XIIe siècle, et puis on est dans un modèle extrêmement important au XIIIe siècle, 1230-1280, qui va rester pendant
jusqu'au XVe siècle le modèle architectural qui sera copié en particulier par Notre-Dame de Paris. Et si on peut garder en mémoire pour les visiteurs qui viendront grâce à notre émission, eh bien, ils pourront remarquer que l'ensemble de ces petites colonnettes montent directement du bas vers le haut et qui nous guident l'œil vers le haut et qui donnent ce sentiment, sans qu'on en ait conscience, d'aspiration et d'élévation. Voilà. Parce que finalement, elle n'est pas si haute que cela. On a 30 mètres sous voûte. Notre-Dame est plus haute. Notre-Dame est plus haute, mais on a moins ce sentiment d'élévation Notre-Dame grâce à cet artifice créé par les architectes des colonnettes. Cette forêt de colonnettes, littéralement, qui crée une élévation, une verticalité, Michel Carmona. C'est très spectaculaire ce que nous voyons. Effectivement, très très spectaculaire. Et c'est quelque chose qui est unique, comme vous venez de le rappeler, Serge Santos. Parce que le modèle des cathédrales que l'on trouve après, comme Notre-Dame de Paris, n'a pas cet artifice. Et ne donne donc pas cette impression, quelle que soit la grandeur de Notre-Dame de Paris. Ici, il y a une légèreté qui a été voulue. C'est une sorte de manifestation de la spiritualité, qui est la spiritualité qui devait émaner de cette basilique, de cette église. Et alors, à quel moment décide-t-on que ce sera la nécropole des rois de France, que tous seront enterrés là ? C'est Saint-Louis qui prend cette décision ? Ça se fait peu à peu. Une reine est déjà enterrée ici, une reine mérovingienne, la reine Arégonde, qu'on a trouvée un peu par hasard dans les fouilles archéologiques, avec un mobilier extraordinaire. Elle est enterrée en 580, et puis ensuite, c'est Dagobert, le premier. Mais il ne faut pas imaginer que tous les rois se font enterrer comme ça, sans difficulté. Quelques mérovingiens uniquement sont enterrés à Saint-Denis, puisqu'il y a également l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qui est concurrente. Et puis les Carolingiens à travers Pépin le Bref surtout. Et puis ensuite Charlemagne aurait souhaité se faire enterrer. Sauf que lui, il était à Aix-la-Chapelle. Voilà. Charles le Chauve, donc uniquement quelques Carolingiens. Et ce n'est qu'à partir du Capet que quasiment tous les rois vont être enterrés. Et donc finalement... Louis XI est à Cléry. Saint-André. C'est ce qui l'a sauvé, lui, si je puis dire. Oui. Donc finalement, c'est véritablement Saint-Louis qui officialise la nécropole des rois et des reines de France. Alors, ces rois vont donc se faire enterrer ici. Il y a la grande rotonde des Valois dont nous parlions, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était cette espèce de grand temple funéraire où étaient les magnifiques tombeaux qui ont été rapportés dans l'église après la destruction, bien entendu. Et puis, les Bourbons, eux, puisque nous parlions tout à l'heure de la mort de Catherine qui précède de peu celle de son fils Henri III et donc du changement de dynastie, les Bourbons vont se faire enterrer de façon infiniment plus simple. C'est très étrange. Il n'y a pas du tout de grande chapelle, de grands tombeaux, etc. Les Bourbons sont dans la crypte. Alors, ils sont enterrés effectivement avec beaucoup d'humilité, pourrait-on dire. Ils sont enterrés dans des cercueils de plomb entourés de cercueils de bois, simplement sur des tréteaux de fer. Alors il faut dire que c'est sans doute la moindre importance politique du monument qui fait qu'il n'y a pas de grands projets, ou plus exactement, il y a eu des projets d'une grande rotonde, par exemple, à l'est du monument, par le Bernin, c'était quand même extrêmement important, mais finalement qui n'ont jamais vu leur réalisation, puisque par exemple Henri IV a eu préféré se faire représenter à Paris, la fameuse sculpture de Paris, et le centre du pouvoir, qui a été vraiment Saint-Denis pendant très longtemps, puisque l'abbaye assurait des fonctions pas simplement d'enterrement des rois, mais également de fixer, de conserver la mémoire à travers les intellectuels qui étaient les abbés de Saint-Denis. Les premières histoires de France, entre guillemets. Exactement. C'était le lieu de naissance de l'histoire de France ici. Oui, voilà. C'est ça. Et donc, si vous voulez, ce pouvoir devient beaucoup moins important après Catherine. C'est les derniers feux, finalement, la rotonde des Valois. Et donc, de ce fait, on continue à se faire enterrer à Saint-Denis, mais il n'y a pas toute cette représentation extraordinaire de... Ce que je vous propose, c'est de nous y rendre dans la crypte maintenant, si vous voulez. Avec plaisir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous êtes toujours dans la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis que vous nous faites découvrir cet après-midi avec son administrateur Serge Santos. Oui, Carole. Alors nous sommes maintenant dans la crypte même de la basilique de Saint-Denis.
dans ce qui était le fameux caveau des Bourbons. C'est là qu'étaient enterrés tous ces souverains. Les cercueils simplement posés, nous disiez-vous, sur des tréteaux de fer. Ce que nous avons sous les yeux, c'est une nécropole nettement plus ancienne, là, Serge Santos. Oui, alors là, on est au cœur de l'origine même du monument, puisque devant nous, on a une fosse qui est censée être le premier lieu d'enterrement de Saint-Denis, qui est mort, je rappelle, vers 250-280. Et on voit des murets qui sont les bases des fondations de la première église, oui. 9 mètres de large sur environ 20 mètres de long. Et puis devant nous, il y a une marée de sarcophages exceptionnels qui datent du 5e, 6e siècle. Et donc, avant Dagobert, des aristocrates francs, essentiellement des femmes, étaient enterrées autour de la tombe de Saint-Denis. Et puis peu à peu, le monument s'est agrandi vers l'ouest et a vu d'autres corps inhumés à l'intérieur. Et d'ailleurs, les fouilles ne sont pas terminées. Oui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les siècles à venir, si je puis dire. Ce sont de grands sarcophages mérovingiens que nous avons sous les yeux. Ils sont grands parce qu'on enterrait les reines en question ou les personnalités avec tout un mobilier funéraire, en fait. Ils n'étaient pas seuls dans leur tombe, si je puis dire. Eh bien, on a découvert une tombe qui n'avait pas été pillée, la tombe d'Arégonde, avec un mobilier extraordinaire. Elle portait un ceinturon en argent doré avec du grenat qui venait de Ceylan, qui signifiait vraiment ce commerce extrêmement important avec l'Inde. Et puis on l'a identifiée car elle portait un anneau sur lequel était inscrit Arnegundis Regnis. Donc le mobilier trouvé dans cette tombe en particulier, mais dans toutes les autres tombes également, est un des mobiliers les plus extraordinaires de cette période mérovingienne. Alors les fameux tréteaux avec les cercueils des Bourbons se trouvaient ici, sous le chœur, en fait. En fait, on s'est retrouvé à un certain moment sans endroit pour enterrer les rois. Donc on a commencé à construire un petit caveau qui se trouvait à cet endroit-là. Et puis ensuite, on a relié ce petit caveau où a été déposé Henri IV, à un espace plus grand dans lequel nous sommes, qui était une chapelle, qui est devenu le caveau des Bourbons. Et là, devant nous, aujourd'hui, on a des plaques noires qui... là, ce sont des pierres tombales, oui. Des pierres tombales où sont enterrés aujourd'hui Louis XVI, Marie-Antoinette et puis Louis XVIII, le dernier roi enterré à Saint-Denis. Oui, puisque son frère Charles X est toujours à Gorizia, à l'heure où nous parlons. Et d'ailleurs, nous avons devant nous une tombe qui pourrait l'accueillir, qui est une tombe vide. Et donc, c'est à cet endroit-là que se trouvaient ces tréteaux de fer sur lesquels étaient placés Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, leurs épouses et les enfants, environ 50 personnes. On mettait le dernier cercueil à l'entrée de la crypte et progressivement un roi chassait l'autre, si Alors je puis dire. Alors on mettait effectivement le corps du dernier roi dans ce qu'on appelait le caveau des cérémonies. C'est une petite pièce en avant de ce caveau des Bourbons. D'ailleurs, lorsqu'on vient à Saint-Denis, on peut apercevoir les quelques marches qui permettaient de descendre dans ce caveau des cérémonies. Et donc c'était un peu l'antichambre. On attendait de venir ici au paradis dans ce caveau des Bourbons. Les cercueils de deux des filles de Louis XV, Madame Victoire et Madame Adélaïde, sont sur leur tréteau toujours là. Elles sont arrivées après. Ainsi évidemment. Que le duc de Berry, effectivement, qui sont dans une pièce... en 1820. Voilà, qui sont dans une pièce attenante qu'on appelle le caveau des princes. On peut avancer. Et le public, lorsqu'il voit ce caveau des princes, peut effectivement s'imaginer comment étaient présentés les tombeaux des Bourbons. Donc sur ces tréteaux tout simples, voilà les cercueils qui sont à nu en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. Et puis on voit au fond aussi également une sorte d'armoire qu'on appelle l'armoire au cœur, avec le cœur de Louis XIII, le cœur de Louis XVIII, le cœur de Louis XIV, qui était aux Grands Augustins autrefois. Voilà, les rois et les reines étaient enterrés en 3 morceaux, si je puis dire. Oui. Donc à Saint-Denis, il n'y avait que le corps, mais les cœurs qui se trouvaient aux Célestins, aux Jacobins ou dans des endroits extrêmement divers ont été, pour quelques-uns d'entre eux, récupérés, mais au moment de la Restauration. Oui, voilà, parce que effectivement. Tout ça avait été dispersé à la Révolution, et l'on sait que un certain nombre de peintres, on pense à Martin Drolling notamment, ont peint, se sont servis de ces cœurs
pour faire ce qu'on appelle de la moumie, c'est-à-dire réaliser les glacis d'un certain nombre de leurs toiles. Effectivement, celui de Louis XIV en particulier avait été utilisé à cette fin. Et d'ailleurs, il a été redonné par la suite. Et aujourd'hui, dans cette petite boîte, on a quelques restes du cœur de Louis XIV. Et alors, nous sommes en train de nous diriger vers l'ossuaire, où ont été réunis l'ensemble des restes qui ont été retrouvés dans les fameuses fosses communes ouvertes par les commissaires et les représentants de la Convention en 1793. Au moment de la Restauration, Louis XVIII fait remettre tout le monde, si je puis dire, dans un seul et même ossuaire. Et donc ça veut dire qu'à l'endroit où nous nous trouvons là, se trouvent mélangés les ossements de tous les rois de France. Voilà, c'est une petite pièce dans laquelle on peut pénétrer, qui était l'ancien tombeau de Turenne, maréchal de Turenne, qui était enterré à Saint-Denis. Et donc nous avons devant nous des plaques, et on voit bien à la lecture de ces plaques que peu de Mérovingiens étaient enterrés à Saint-Denis, oui, en effet, peu de Carolingiens, mais toute la liste des Capétiens est extrêmement longue. Et lorsqu'on pénètre dans ce lieu, derrière ces plaques de marbre, on imagine qu'à l'intérieur se trouvent des coffrets avec les restes des rois et des reines. Donc c'est un endroit effectivement qui est étonnant. Oui, et dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est, somme toute, lui aussi très simple. On est très loin du grand protocole, si je puis dire, du grand protocole funéraire de la crypte de l'Escurial à Madrid. Hein. C'est vrai, on est dans une disposition très différente, effectivement. Oui, une disposition, somme toute, très, très simple, très dépouillée, avec ces simples plaques. C'est du marbre noir ou c'est de l'ardoise? Je ne sais même pas. C'est du marbre noir. Avec gravés donc les noms de tous ces souverains dont les restes ont été mêlés par les circonstances historiques d'une certaine manière. C'est évidemment un endroit particulièrement touchant, particulièrement fort pour les amoureux de l'histoire en général et de l'histoire de France en particulier. Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est déjà la dernière partie de notre visite du jour, Franck. Vous êtes à Saint-Denis, toujours en compagnie de l'administrateur de la basilique de Saint-Denis pour le Centre des Monuments Nationaux, Serge Santos. Oui, nous terminons par le commencement, Carole, d'une certaine manière. Nous sommes maintenant sur le parvis de la basilique de Saint-Denis. Monument absolument extraordinaire qui a été, comme nous le disait Serge Santos, complètement restauré, remanié, refait à neuf, j'allais dire. Oui, enfin en tout cas c'est une très très belle restauration réalisée par la DRAC Île-de-France en 2015 qui a consisté à nettoyer la pierre qui était noire auparavant. Donc c'est un nouveau monument exceptionnel et on s'est rendu compte à cette occasion que 80% au moins de la sculpture était médiévale. C'est-à-dire que simplement les têtes ont été refaites, mais tout le reste, c'est la sculpture. Ont dû être refaites parce qu'elles avaient subi évidemment les atteintes des guerres de... Non, pas des guerres de religion, de la Révolution. La Révolution, les deux. Et donc on a devant nous un monument exceptionnel du début de l'art gothique, de 1135 1140. Tout premier art gothique. Voilà, avec une qualité de sculpture exceptionnelle, puis avec une rose, qui est la première rose ouest construite sur une façade d'église, autour de laquelle on a rajouté un peu de doré, donc il y a de la couleur. Et puis des cette portails rose magnifiques, aux tympans sculptés, aux voussures sursculptées. Les grands vantaux eux-mêmes sont des chefs-d'œuvre de ferronnerie, il faut le dire. Effectivement, ils ont été refaits au 19e siècle, mais ils sont extraordinaires. Et puis, des petites anecdotes. Par exemple, au pied du grand Christ en croix du jugement dernier, on a un petit personnage qui prie. Eh bien, c'est l'abbé Sugère qui s'est fait représenter au pied de Saint-Denis. Il était représenté 4 fois dans son église. Il est là, il a signé sa présence. Michel Carmona, on n'a plus l'idée aujourd'hui du faste impressionnant des grandes obsèques royales qui avaient lieu là, donc régulièrement, à chaque fois qu'un roi, une reine, un prince ou une princesse venait à mourir. C'était une sorte de grand cortège qui se formait, soit à Paris, soit à Versailles plus tard, et qui mettait la nuit entière à se rendre jusqu'ici avec des centaines d'officiants. Absolument. Et il faut dire qu'il y avait d'abord l'exposition du corps. Bien oui. Alors, naturellement, le corps était parfois
représenté par un mannequin sur lequel on mettait un masque à l'effigie du défunt. On appelait ça la cire. On appelait ça la cire, et donc on venait se recueillir devant cette représentation du défunt. Et ensuite, le cercueil était effectivement chargé, si l'on peut dire, sur un carrosse monumental ouvert, une sorte de pour que grand tout le monde puisse catafalque le voir. roulant. Oui, tout à fait, avec des voiles noires sur les côtés. Et suivait alors la cour, bien entendu en premier, et ensuite tous les rangs de la société. On était extrêmement pointilleux sur... Oui, chacun marchait à sa place. Hein. Oh oui, et il y avait souvent des querelles, tout d'un coup, les gens de la Cour des comptes qui se disputaient avec les parlementaires ou avec les gens du Conseil d'État, et ça finissait En évidemment en argutie, quelquefois en quelques coups, et au bout du compte, on venait apaiser, dire écoutez, vous allez marcher dans tel ordre, mais ça ne préjuge pas de vos droits. Et donc le calme revenait, et c'est pour cela, comme vous venez de le dire, qu'on mettait des heures et des heures et des heures pour arriver à destination, c'est-à-dire ici à Saint-Denis. Et tout le long du cortège, il y avait la foule des gens ordinaires qui venaient prier, quelquefois lancer des insultes quand le défunt n'était pas des plus populaires. Merci beaucoup d'être venu avec nous jusqu'ici à Saint-Denis, Michel Carmona. C'est une promenade très agréable. Nous sommes maintenant donc sur le parvis. En face, il y a la place. Face à l'église La République, si je puis dire, avec un hôtel de ville qui n'est peut-être pas très inspiré, mais qui a le mérite d'être là. Et puis, une vie, bien sûr, à Saint-Denis. Et vous me le disiez, ce sera le mot de la fin de cette émission, Michel Santos. Mais il ne faut pas avoir peur de venir à Saint-Denis sous prétexte qu'il y a eu quelques illuminés de Daesh qui se sont manifestés ici. Hein. La vie continue ici et la basilique mérite vraiment le détour et le voyage. J'invite vraiment tous les auditeurs à se rendre dans la basilique parce que c'est un monument exceptionnel. Mais le centre-ville de Saint-Denis est effectivement également très intéressant. On a une place ici qui est une place nouvelle où on peut boire un café en regardant ce magnifique monument. Et donc c'est à quelques encablures de Paris, à 10 minutes de Paris, un lieu incontournable, je dirais. Avis aux amateurs. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous. Et l'heure est maintenant venue de passer l'antenne à